Mon frère Renaud n'a même pas levé les yeux de son assiette quand il l'a dit. Meghan a besoin d'un vrai espace pour développer sa marque. Un studio de création de contenu. Ma mère, Cynthia, a hoché la tête comme ces figurines de tableau de bord, approuvant avant même qu'il ait fini sa phrase. Ça voulait dire que le sous-sol inachevé où je dormais sur un lit de camp, à côté du chauffe-eau, ne m'appartenait plus. Ils en avaient besoin pour du rangement. Tu dois être parti avant le nouvel an, a dit Renaud. Ce n'était pas une question. C'était un avis d'expulsion servi avec le jambon de Noël. Je suis descendu à l'étage inférieur, laissant derrière moi l'odeur de dinde rôtie et de cannelle. À chaque marche, la température chutait, jusqu'à ce que je voie ma respiration formée de petits nuages blancs. Ma chambre n'était pas une chambre. C'était un sous-sol brut dans une maison de Denver construite dans les années 70. Pas de plaque de plâtre, seulement de l'isolant apparent, rose comme de la barbe à papa, mais qui sentait la poussière et la moisissure. Le sol était en béton nu, irradiant un froid qui pénétrait jusqu'aux os, aspirant la chaleur de tout ce qui le touchait. Mon lit était un lit de camp, collé contre le chauffe-eau, la seule source de chaleur de ce congélateur souterrain que j'appelais chez moi. Je me suis assise sur le bord et j'ai défait les lacets de mes chaussures de travail. Une douleur aiguë m'a traversé le bas du dos, rappel brutal de ma réalité. Je suis kinésithérapeute. 12 heures par jour, je soulève des victimes d'AVC qui n'ont plus le contrôle de leur corps. J'apprends à des rescapés d'accidents à marcher de nouveau. Je porte sur ma colonne vertébrale le poids mort des traumatismes des autres. Mon travail est physique, épuisant, indispensable. Et après avoir porté le monde toute la journée, je rentrais dormir sur une toile tendue sur de l'aluminium parce que, selon ma mère, je n'avais pas besoin de confort pour dormir. J'étais jeune. Résistante. La forte. Ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a 6 mois, Renaud et sa femme Meghan ont emménagé. Ça devait être temporaire. Une simple étape, le temps que Renaud lance sa dernière aventure professionnelle. Ils ont pris la suite parentale immédiatement. Renaud disait qu'il avait besoin de la salle de bain attenante pour sa routine de méditation matinale, et Meghan avait besoin de la lumière naturelle pour son image sur les réseaux sociaux. J'ai été déplacée sans discussion. Juste une remarque désinvolte de ma mère, le sous-sol serait plus calme pour moi. J'ai enroulé une couverture en laine autour de mes épaules et j'ai fixé la veilleuse du chauffe-eau. Pendant longtemps, je me suis demandé s'il me détestait. Je me suis torturée à chercher ce que j'avais fait pour mériter cette rétrogradation au sein de ma propre famille. Mais ce soir-là, en entendant leur rire filtrer à travers le plancher, j'ai enfin compris. Ils ne me détestaient pas. La haine demande de la passion. La haine demande de la reconnaissance. Ça, c'était autre chose. Quelque chose de plus froid. J'ai compris que je souffrais de ce qu'on pourrait appeler le complexe d'Atlas. En architecture, l'élément le plus important d'un bâtiment, c'est la fondation. Elle supporte les murs, le toit, les meubles et les gens. Mais comme elle est enterrée, comme elle ne craque jamais et ne se plaint jamais, ceux qui vivent au-dessus oublient qu'elle existe. Ils croient que le toit tient par magie. J'avais rendu leur vie si fluide, si solide, que j'étais devenue invisible. Je n'étais plus une fille ni une sœur. J'étais une infrastructure. Et on ne remercie pas une poutre porteuse. On ne la remarque que quand elle cède. À l'étage, le plancher grinçait pendant qu'ils se déplaçaient dans la cuisine, probablement en jetant les restes à la poubelle. Ils avaient chaud. Ils étaient rassasiés. Et ils n'avaient aucune idée que la fondation sous leurs pieds était sur le point de bouger. Je n'allais pas me briser. J'allais me retirer du plan complètement. Et quand on enlève un mur porteur, la maison ne se stabilise pas. Elle s'effondre. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, l'écran agressivement lumineux dans la pénombre du sous-sol. J'ai ouvert mon application bancaire. Mon pouce a hésité au-dessus du bouton de connexion. Depuis 5 ans, c'était mon rituel secret. Je me suis connectée et j'ai fait défiler les virements programmés. Les chiffres me fixaient, en noir épais. 1 000 € pour le crédit immobilier. 900 € pour la pharmacie, couvrant l'oxygène de ma mère et le mélange de médicaments qui lui permettait de respirer. 1 900 € par mois. Chaque mois. Sans jamais faillir. Ma mère, Cynthia, croyait aux fantômes. Plus précisément, aux fantômes de la pension de mon père. Elle pensait que ce virement mensuel était son héritage, sa façon de continuer à prendre soin d'elle depuis l'au-delà. La vérité était bien moins romantique. La pension de mon père était épuisée depuis 5 ans. C'est moi qui ai ouvert la lettre de l'organisme de retraite. Moi qui ai lu les mots « dernier versement ». J'ai regardé ma mère ce jour-là, frêle dans son fauteuil, serrant une photo de lui contre elle, et j'ai fait un choix.
J'ai choisi le silence. Je me suis dit que c'était noble. Que je protégeais sa dignité. Je ne voulais pas qu'elle sache que l'homme qu'elle idéalisait l'avait laissée sans rien. Je ne voulais pas qu'elle ressente le poids écrasant de la pauvreté dans ces dernières années. Alors j'ai pris le relais. J'ai accepté des heures supplémentaires. J'ai renoncé aux vacances. Je conduisais une voiture qui tremblait à l'arrêt. J'ai versé ma vie entière dans ce compte pour qu'elle puisse garder sa fierté. Et Renaud et Mégane? Ils croyaient aux mensonges aussi. Ils pensaient vivre grâce à l'argent de papa. Ils pensaient avoir droit à l'héritage familial simplement parce qu'ils faisaient partie de la famille. Ils ne me voyaient pas comme celle qui assurait. À leurs yeux, j'étais un parasite qui vivait gratuitement dans une maison payée par un mort. J'ai regardé le prélèvement automatique prévu pour le 1er janvier. Il devait être tiré de mon compte épargne, un compte que j'avais vidé presque entièrement pour maintenir cette illusion. Silence calculé. C'est comme ça que je l'appelais. J'avais évalué la situation, comparé le coût de la vérité à celui du mensonge, et décidé que le mensonge était moins cher. Mais ce soir, en fixant l'isolant suspendu au plafond comme des stalactites dans une grotte, j'ai compris que je m'étais trompé dans mes calculs. Mon silence ne lui avait pas offert sa dignité. Il m'avait juste effacé. En dissimulant la source de l'argent, j'avais effacé ma propre valeur. J'avais signé un contrat invisible qui disait « Tu peux me blesser. Tu peux m'utiliser. Tu peux m'enterrer dans un sous-sol, et je paierai quand même les factures, parce que j'ai trop peur que tu vois la vérité. » C'est moi qui leur avais tendu l'arme qu'ils utilisaient contre moi. Ils n'étaient pas ingrats parce qu'ils étaient cruels. Ils étaient ingrats parce qu'ils ignoraient qu'il y avait quelque chose à remercier. Je m'étais rendu invisible pour les protéger. Et maintenant, ils me traitaient comme un espace vide. J'ai tapoté l'écran. Le menu s'est déroulé, modifié. Sauter. Annuler. Mon doigt tremblait. Annuler voulait dire le chaos. Cela voulait dire que l'entreprise d'oxygène appellerait. Que la banque enverrait des courriers. Que l'illusion éclaterait et que les morceaux tranchants blesseraient tout le monde. Mais j'ai repensé à la voix de Renaud au dîner. Mégane a besoin d'un studio de création. J'ai revu ma mère hocher la tête. J'ai ressenti le froid du béton s'infiltrer dans mes os. Mon silence ne la protégeait plus. Il les maintenait. C'était le seul carburant de cet écosystème toxique. Si je voulais survivre, je devais briser ce contrat. Je devais laisser le fantôme mourir pour que la vivante puisse enfin exister. J'ai fixé le bouton « Annuler le paiement » jusqu'à ce que les pixels se brouillent. La chambre du motel était laide, mur jaune moutarde, moquette imprégnée d'odeur de cigarette froide. Mais le chauffage ronronnait, inondant l'espace d'une chaleur sèche et délicieuse. J'ai inspiré, m'attendant à sentir l'air glacé. Mais non. C'était tiède. Je ne grelottais pas. J'ai déplacé le curseur. Clic. Êtes-vous sûr? Demandait l'écran. Oui. Clic. Paiement de l'hypothèque, annulé. J'ai ouvert le portail de la pharmacie. Ensuite, oxygène, tension, traitement, inhalateur. Clic. Confirmer l'annulation. Oui. Clic. Je me suis reculé, le visage baigné par la lumière bleue de l'ordinateur. Pas de larmes. Même pas un sursaut de pouls. Juste un étrange vide limpide. Pendant des années, j'avais vécu sous une illusion que j'appelais la fausse logique du distributeur. Je pensais que les relations étaient transactionnelles. Que si j'y mettais assez de pièces, sacrifice, silence, argent, alors, tôt ou tard, l'amour et le respect finiraient par tomber dans le bac. Je continuais d'y mettre mes pièces, de secouer la machine, de la cogner, en me demandant pourquoi elle était bloquée. Mais ce soir, seul dans un Formule 1, le soir de Noël, j'ai compris. La machine n'était pas bloquée. Elle était vide. Depuis longtemps. Il n'y avait plus d'amour à distribuer. Plus de respect à gagner. J'aurais pu verser 1 million d'euros dans cette maison. J'aurais quand même été la fille du sous-sol. J'aurais pu payer chaque médicament que ma mère avalerait jusqu'à son dernier souffle. Elle regarderait toujours Renaud avec tendresse. Et me tendrait à moi une liste de corvées. J'ai refermé l'ordinateur d'un claquement sec. L'écran s'est éteint. L'Atlas avait haussé les épaules. Je ne portais plus le ciel. Je ne soutenais plus le poids de leur monde sur mon dos. J'étais juste une femme, dans une pièce chauffée, avec un compte bancaire qui, enfin, cessait de saigner. Je me suis allongée sur le lit du motel, tirant la couverture râpeuse jusqu'au menton. Pour la première fois depuis des mois, les muscles de mon dos se sont relâchés. Je n'attendais plus un merci qui ne viendrait jamais. Je n'attendais plus l'autorisation d'exister. Je m'étais expulsée de leur récit.
Et ce faisant, j'avais enfin trouvé un chez moi. Ce n'était pas grand-chose. Mais c'était chaud. Et c'était à moi. J'ai fermé les yeux et j'ai dormi. Un sommeil silencieux, plus dense et plus paisible que n'importe quelle prière. 2 semaines plus tard, j'étais assise par terre dans mon nouveau studio. J'assemblais une étagère. L'appartement faisait 40 mètres carrés. Un tiers à peine de la maison que j'avais quittée. Mais il paraissait immense. Parce qu'il était vide d'eux. L'air était calme. Le seul bruit, c'était le ronron du frigo et la circulation au loin. J'avais mon propre chauffage. Mon propre silence. Ma propre porte d'entrée. Et personne n'avait la clé sauf moi. Puis, mon téléphone a commencé à vibrer contre le parquet. Ce n'était pas un appel. C'était un raz-de-marée. L'écran s'est illuminé, notification après notification. Un stroboscope de panique. Je l'ai ramassé et j'ai regardé défiler le chaos. D'abord, un message vocal de l'entreprise de matériel médical. La livraison des bouteilles d'oxygène était suspendue. Le compte avait 30 jours de retard. Ensuite, un email de la banque. Paiement refusé. Fonds insuffisants. Le prélèvement avait tenté de débiter un compte qui n'existait plus. Puis Renault. Ces messages ne ressemblaient pas à ceux d'un frère. Ils avaient le ton d'un cadre en colère parlant à une stagiaire incompétente. Il utilisait des mots comme inacceptable et détournement. Il me demandait où était passée l'allocation d'actifs. Il m'accusait de négligence administrative. Dans sa tête, j'étais simplement la secrétaire du patrimoine familial, et j'avais oublié d'envoyer les bons papiers. J'ai fait défiler le mur de messages. Il ne me demandait pas si j'allais bien. Il ne me demandait pas où je dormais. Il me menaçait. Répare ça immédiatement ou j'appelle les autorités. C'est un abus financier envers une personne âgée. Tu détournes l'héritage de papa. J'ai posé le téléphone sur la table basse. Je n'ai pas ressenti de peur. Seulement une fascination froide, presque clinique. Ils n'avaient toujours pas compris. Ils se noyaient. L'eau leur arrivait au cou et ils criaient sur le maître-nageur en l'accusant d'avoir volé l'océan. Ils croyaient sincèrement que l'argent apparaissait par magie et que j'avais simplement fermé le robinet par vengeance. Ils pensaient que la pension existait encore. J'ai ouvert ma galerie de photos. Je suis remonté 5 ans en arrière, jusqu'à un dossier que j'avais nommé La Vérité. J'ai retrouvé l'image. Un scan d'une lettre officielle, à en-tête, émanant de l'organisme de retraite. Daté de 5 ans plus tôt. Objet, avis de versement final. Solde, 0. Je n'ai pas écrit de paragraphe pour me justifier. Je n'ai pas défendu mon caractère. Je n'ai pas rappelé que je dormais dans un sous-sol pendant que je payais leur confort. J'ai simplement joint l'image. Et appuyé sur envoyer. J'ai vu apparaître la confirmation de livraison. J'ai attendu. Les 3 petits points sont apparus. Puis ont disparu. Puis sont revenus. La réponse de Renaud est arrivée 1 minute plus tard. Il ne l'avait pas lu. Ou alors son cerveau refusait d'intégrer une réalité qui ne le servait pas. Arrête de nous manipuler avec de faux documents. Remets l'argent sur le compte ou j'appelle la police. Je l'ai bloqué. Puis j'ai bloqué Mégane. Puis j'ai bloqué ma mère. J'ai mis le téléphone en silencieux. Et j'ai repris mon tournevis. Ils voulaient la police. Ils voulaient une enquête. Qu'ils appellent. Qu'ils fassent entrer un auditeur dans leur vie. Ils allaient apprendre la différence entre un actif et un poids mort. Et pour la première fois de ma vie, je ne serais pas celle qui paierait la facture. Je suis retournée monter mon étagère. Elle serait parfaite contre le mur, juste à côté du radiateur. Que moi je payais, dans un logement qui était enfin, indiscutablement, le mien. C'était un mardi matin. Quand le retournement judiciaire a définitivement rompu le dernier tendon de notre lien familial. J'étais au travail, en train de revoir le programme de rééducation d'un patient, quand mon téléphone a vibré. Un message vocal de Renaud. Puis un autre. Puis un texto. Réponds. Urgence. Je suis sortie dans le couloir. Et je l'ai rappelé. Je m'attendais à des cris. À de nouvelles menaces concernant la police ou l'oxygène. À la place, j'ai entendu le bruit de la circulation, le vent, comme s'il se tenait à un carrefour, en train d'hyperventiler. Il m'a demandé ce que j'avais fait au compte. Il m'a demandé pourquoi le conseiller bancaire menaçait d'appeler les autorités. Je me suis adossée au mur froid du couloir de l'hôpital. Et je lui ai demandé calmement où il se trouvait. Il a hésité. Puis il a avoué. Il était sur le parking de la Banque nationale.
Il s'y était rendu pour contracter un prêt hypothécaire sur la maison de maman. Il voulait 45 000 € pour financer son studio de création, pensant pouvoir utiliser la valeur du bien et la pension de maman pour justifier les mensualités. Il était entré là-bas dans son plus beau costume, jouant au patriarche, prêt à signer des papiers pour une maison qu'il ne possédait pas, avec un revenu qui n'existait pas. Il m'a raconté que le conseiller avait éclaté de rire. Pas un rire poli. Un rire sec, incrédule. Le rire de quelqu'un qui regarde un fraudeur droit dans les yeux. Quand Renaud a présenté son dossier en indiquant les revenus mensuels de la pension, le conseiller a sorti les relevés bancaires des 5 dernières années pour vérifier les dépôts. Renaud criait maintenant dans le téléphone, la voix brisée. Il m'accusait d'avoir piraté les données bancaires. Il disait que le conseiller lui avait montré l'historique des transactions. Les virements n'étaient pas libellés caisse de retraite, ni organisme d'État. Chaque dépôt des 60 derniers mois portait la mention virement particulier à particulier. Renaud n'arrivait pas à comprendre. Il m'a demandé comment j'avais modifié les archives numériques de la banque. Pourquoi mon nom figurait sur l'argent de papa. Le délire était si épais qu'il en devenait presque impressionnant. Il venait de manquer de commettre une fraude bancaire, en mentant sur une demande de crédit officiel, et il cherchait encore un moyen de faire de moi la méchante. J'ai parlé lentement, avec la même voix que j'utilise pour les patients qui sortent de l'anesthésie. Je lui ai dit qu'il n'y avait eu aucun piratage. Je lui ai dit de regarder le document que je lui avais envoyé 2 semaines plus tôt. Celui qu'il avait refusé de lire. Je lui ai expliqué que si le conseiller le menaçait de poursuite, ce n'était pas parce que j'avais modifié les comptes, mais parce qu'il avait tenté d'emprunter de l'argent, en s'appuyant sur un revenu fantôme. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Le vent soufflait dans le micro de son téléphone. J'entendais la dissonance cognitive lui exploser le cerveau en temps réel. Pendant des années, il m'avait traité comme une employée, comme une squatteuse dans son héritage. Et en une seule réunion humiliante, dans un bureau vitré, il venait d'apprendre que je n'étais pas la squatteuse. J'étais la propriétaire. J'étais la banque. J'étais la seule raison pour laquelle il n'avait pas fini à la rue. Il a murmuré quelque chose que je n'ai pas compris. Je lui ai demandé de répéter. Il a dit « Il n'y a plus rien ». Je lui ai répondu que ça n'avait jamais existé. Que la seule chose réelle, c'était les 1 000 € que je transférais chaque mois. Et puisqu'il avait expulsé la source de cet argent, il se retrouvait maintenant sur un parking de banque, avec une cote de crédit sur le point de s'effondrer. Et une mère pratiquement sans ressources. J'ai raccroché. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais propre. Le secret était révélé. Le mensonge qui leur avait permis de m'écraser était mort, tué par sa propre avidité. Il était parti chercher de l'or dans les murs de cette maison. Et à la place, il avait dégoupillé une grenade. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour voir les retombées. 2 jours plus tard, on a frappé à ma porte. Ce n'était pas le martèlement agressif d'un frère venu intimider sa sœur. C'était un toc-toc frénétique, désespéré. J'ai ouvert. Ils étaient là, debout dans le couloir, comme des réfugiés d'un désastre que j'aurais provoqué. Renaud portait encore le costume de la banque, froissé, la cravate desserrée, son vernis entrepreneurial complètement craqué. Mégane était derrière lui, grelottant dans un manteau trop fin pour la saison. Et ma mère était assise dans son fauteuil roulant, le petit réservoir d'oxygène émettant un souffle irrégulier, presque à bout. Le cadran était dans le rouge. Ils avaient froid. Vraiment froid. Le chauffage avait été coupé ce matin-là. La pharmacie avait stoppé les livraisons. La réalité d'une vie sans ma contribution les avait gelés de l'intérieur. Renaud n'a pas crié. Il ne m'a pas menacé de la police. Il a juste regardé la chaleur émanant de mon appartement, les sols propres, la lumière qui fonctionnait. Et il avait l'air humble. Mais c'était une humilité dangereuse, manipulatrice. Il a avancé, les mains ouvertes. Il m'a dit qu'il n'avait nulle part où aller. Que maman avait du mal à respirer. Il a essayé de m'offrir la culpabilité, dans le même vieil emballage de famille et devoir. On réglera les papiers plus tard. Aide-nous maintenant. Je ne me suis pas écartée pour les laisser entrer. À la place, je me suis tournée vers la petite table à côté de la porte, où j'avais préparé ce moment. J'ai pris un seul dossier. Je suis sortie dans le couloir, et je l'ai posé dans les mains de Renaud. Il l'a ouvert. Ce n'était pas un chèque.
Ce n'était pas le retour des virements automatiques. C'était un tableau Excel. Des lignes et des lignes de chiffres en noir devenant rouges. Chaque mensualité du prêt. Chaque copaiement à la pharmacie. Chaque facture d'électricité, de gaz, d'eau. En bas, en gras, souligné 2 fois. 110 000 €. Renaud fixait le chiffre. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son n'en sortait. Il regardait le papier, puis moi, cherchant l'erreur, le bug, la faille, qui lui permettrait de rester la victime. J'ai regardé ma mère. Elle respirait bruyamment, agrippée à sa couverture. Pendant des années, j'avais été l'infrastructure invisible de sa vie. La poutre d'acier cachée dans le mur, tenant le toit, pour qu'elle puisse s'asseoir dans son fauteuil. Et faire semblant que le ciel ne pesait pas lourd. Mais maintenant que j'étais sortie du mur, le toit s'était effondré. Et debout dans les décombres, pour la première fois de sa vie, elle ne regardait pas le ciel. Elle me regardait moi. J'ai parlé clairement, ma voix résonnant dans le silence du couloir. Regarde le total. Ce chiffre, c'est le prix de leur confort. Puis, j'ai livré la vérité. Celle qui allait mettre fin à la mythologie familiale. Je lui ai dit que papa ne lui avait pas laissé de pension. Il lui avait laissé des dettes. Et un avis de saisie, il y a 5 ans. Je lui ai dit que j'étais la pension. J'étais l'héritage. J'étais le filet de sécurité. Et que le jour de Noël, quand elle a hoché la tête pendant qu'il m'expulsait au sous-sol glacé, elle n'avait pas juste mis sa fille dehors. Elle avait viré sa pension. Le silence qui a suivi était total. Le son d'un monde intérieur qui s'effondre. Ma mère a poussé un petit cri étranglé. Sa main s'est portée à sa bouche. La honte venait de la percuter. Elle comprenait enfin que sa dignité n'avait pas été préservée par la mémoire de son mari, mais achetée par ma souffrance. Je suis retournée à la table. J'ai pris une deuxième feuille. Une liste d'établissements médicaux publics, dans un rayon de 80 km. Je l'ai posée sur le classeur que Renaud tenait à 2 mains. Je lui ai dit que, puisqu'il était maintenant l'homme de la maison, il allait devoir faire des appels. Je n'ai offert ni mots doux, ni insultes. Je suis rentrée dans mon appartement. Je les ai regardés une dernière fois. 3 personnes, dans le froid, tenant le reçu d'une transaction qu'ils ne pourraient jamais rembourser. J'ai fermé la porte. J'ai tourné le verrou. Et je suis retournée dans ma pièce chauffée. La suite était aussi inévitable que la gravité. Sans mon soutien invisible, la maison a été vendue à perte pour rembourser les dettes. Renaud et Mégane ont divorcé 3 mois plus tard. Apparemment, l'image de famille parfaite n'incluait pas la pauvreté. Ma mère a été placée dans un établissement médical public. Elle est en sécurité, nourrie, soignée. Je m'en suis assurée. Mais je ne vais pas la voir. Je ne me sacrifie plus pour la réchauffer. Aujourd'hui, je suis chez moi. Le thermostat est réglé sur 22 degrés. Sur mon plan de travail, il y a une machine à expresso haut de gamme. Un luxe à 1 000 €, que je me suis refusé pendant 5 ans, trop occupée à payer le toit des autres. Elle bourdonne doucement pendant qu'elle prépare le café. Le son de ma vie qui commence, enfin. Je prends une gorgée. Ça a le goût de la liberté. Je ne suis plus la fondation invisible. Je suis juste une femme au soleil. Enfin au chaud.